Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des matinales de la DeFi organisé par Finance Innovation. Finance Innovation, pour les gens qui ne connaissent pas, on est un leader de l'accompagnement des startups du secteur financier. On a une association fondée en 2007 sous l'influence de Christine Lagarde. Notre but, c'est d'aider les partenaires nationaux, internationaux à lever des fonds publics privés, pour accélérer leur croissance, mise en relation avec les startups, etc. On compte aujourd'hui plus de 600 membres. Et on se lance depuis quelques mois maintenant dans l'expertise métier du Web3. On a Cyril Armange qui est responsable de cette branche-là et qui est à l'initiative de ces matinales de la DeFi, qui est un format qui va revenir mensuellement désormais. Et donc on est très heureux aujourd'hui malheureusement digital, grève oblige, mais normalement c'est en physique. Et donc on est très heureux d'accueillir l'épisode 3 qui portera sur les stablecoins et l'euro numérique aujourd'hui. Et je laisse notre maître de cérémonie, Laurent de Bernède, introduire la table ronde qui va suivre. Et il y en a deux, donc vous aurez pour votre argent aujourd'hui. Très bon événement. Merci Clément, merci beaucoup à tous pour votre présence, pour votre temps. Merci à Finance Innovation de m'avoir donné l'opportunité de rassembler aujourd'hui euh, beaucoup d'intervenants de très haut niveau pour aborder deux sujets distincts mais liés, deux tables rondes différentes. Une première table ronde aujourd'hui, tout de suite, qui va durer 1 heure, sur le stablecoin euro, les opportunités, les enjeux. On va voir ça dans le détail. Une fois que j'aurai présenté les différents intervenants et qu'ils se seront d'ailleurs présentés eux-mêmes. Et puis une seconde table ronde immédiatement derrière, donc la première est de 9h à 10h, l'autre de 10h à 11h, sur l'euro numérique. Donc là, on fera un point précis sur l'euro numérique et les investigations en cours par la BCE et la Banque de France, entre autres, avec, on espère, des sujets croustillants à aborder sur cet élément important qui va toucher notre économie. Donc, Laurent de Bernède, moi, je dirige le cabinet Azuli, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la finance embarquée, les solutions innovantes de financement et de paiement, et le Web3. Et donc, j'accompagne tout type d'entreprises qui vont des éditeurs de logiciels aux fintech, aux banques et aux assurances sur ces sujets précis, techniques, d'un point de vue réglementaire et produit. Sans plus attendre, je voudrais passer la parole à mes différents intervenants. On a la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont impliquées directement dans les premiers usages du stablecoin euro. Donc, c'est le sujet de notre première table ronde. Et puis, on va faire une brève mise en contexte. On va étudier les contraintes, les opportunités de ces usages, que représentent ces usages, tant sur le marché B2C que les enjeux et les contraintes opportunités pour le marché B2B. Donc, je voudrais vous présenter dans un premier temps, on va faire le tour de table dans l'ordre. Faustine, qui est CEO de Ladan. Je te laisse la parole pour te présenter brièvement. Bonjour à tous, merci beaucoup Laurent et merci à Finance Innovation pour cet événement et l'invitation. Donc, je suis Faustine Fleuret, je suis présidente et directrice générale de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Nous sommes une association professionnelle qui fédérons, représentons et portons la voix des entreprises qui évoluent dans cette nouvelle économie du web décentralisé, Web3, dont le sous-jacent technologique sont les cryptoactifs. Donc aujourd'hui, cela représente un peu plus de 200 entreprises qui sont membres de l'association. Merci beaucoup, Faustine. Tu auras la parole, tu auras le plaisir et l'honneur de démarrer notre discussion. Je passe la parole maintenant à Pierre-Yves Ditlot, le CEO de Legity. Bonjour à tous. Merci Laurent, merci à Finance Innovation pour l'organisation de cet événement. Donc je m'appelle Pierre Ditlot, je suis le CEO de Legity, une plateforme crypto-patrimoniale avec l'ambition justement d'apporter cette nouvelle classe d'actifs dans le monde de la gestion de l'épargne traditionnelle en simplifiant l'accès aux crypto-actifs. Et donc on travaille sur différentes verticales et notamment les stablecoins est un des sujets sur lesquels nous travaillons de façon assez active. Merci Pierre-Yves. Mariam, est-ce que tu veux te présenter, nous présenter Angle Protocol?
Merci Laurent pour l'invitation et merci à Finance Innovation pour cet événement. Alors je me présente, Mariam, contributrice au sein d'Angle Protocol. Angle est un protocole de stablecoin et de finance décentralisée qui a été lancé en novembre 2021 et qui émet notamment l'AG Euro, qui est le stablecoin euro le plus utilisé, le plus liquide actuellement sur le marché. Donc l'AG Euro, il y a beaucoup de cas d'usage sur lesquels on pourra discuter et qui constitue aujourd'hui notre cœur d'activité au sein d'Angle. Merci Mariam, tu auras l'occasion de nous en parler plus précisément dans quelques instants. Et puis enfin, je voudrais passer la parole à Isabelle. Isabelle qui est au cœur des sujets crypto, blockchain au sein de la Société Générale, Isabelle Marx, et qui, écoute, je te laisse te présenter directement. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, merci déjà pour cette invitation. Donc, Isabelle Marx. Donc, moi, je travaille à la Société Générale depuis de nombreuses années, mais avec des expériences plus récentes dans les paiements. Et actuellement, je suis dans le département d'innovation du groupe pour explorer les nouvelles opportunités offertes par les crypto-monnaies. Merci Isabelle. Donc sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et je vais commencer par une question pour Faustine. Faustine, je vais te demander de nous donner un peu de contexte sur le stablecoin euro. On sait qu'aujourd'hui, sur le marché des cryptos, les stablecoins en dollars US représentent à peu près 80% des volumes de transactions sur les marchés crypto. Donc, ils jouent un rôle structurant sur ces marchés. On sait aussi qu'il y a des stablecoins qui existent en euros, en livres sterling, en yens. Mais bon, la grosse majorité reste adossée à du dollar américain. Donc, dans ce contexte, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue sur quels enseignements pouvons-nous tirer justement du succès du stablecoin en dollars pour favoriser la croissance des usages des stablecoins en euros, notamment en France, mais en Europe dans son ensemble? Ça, ce sera une première question. Une deuxième serait, dans le cadre réglementaire européen, est-il qui est favorable à l'adoption massive des stablecoins euros? D'après toi, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on est vraiment dans un cadre favorable? Et si oui, pour quels usages? Donc voilà 3 questions pour toi, Faustine. Alors, ça fait déjà des belles questions. Alors, si on doit recontextualiser, c'est vrai que les stablecoins sont des actifs numériques, des sortes de cryptoactifs dont on peut dire qu'ils ne sont pas volatiles. C'est vrai qu'en général, on qualifie l'ensemble des cryptoactifs comme extrêmement volatiles. Donc, déjà, peut-être replacer le contexte, le stablecoin n'est pas un actif volatile. L'objectif, c'est donc de maintenir une valeur stable par rapport à une devise. Et comme Laurent, tu l'as très bien expliqué, aujourd'hui, la grande majorité des stablecoins utilisés sont des stablecoins dollars. On a beaucoup entendu parler des stablecoins qui sont des actifs qui ont commencé à se développer il y a plusieurs années, mais particulièrement quand Facebook, donc maintenant Meta, a choisi de lancer un projet de son propre stablecoin qui s'appelle le Libra, qui s'est renommé Diem et qui à l'époque en fait a beaucoup effrayé par rapport au potentiel que ça pouvait avoir par rapport à la population d'acteurs, de personnes qui pouvaient être touchées, donc les clients de Meta et de toutes ces applications. Et qui pouvaient donc demain utiliser un stablecoin plutôt que de la monnaie à cours légal classique. Donc, au-delà de ça, on n'a pas eu beaucoup de freins au niveau des États-Unis par rapport au développement de stablecoin dollars. En revanche, c'est vrai que ça a plutôt accéléré 2 types de réflexions au niveau européen qui peuvent expliquer en partie le fait qu'on a eu un développement un peu plus ralenti, voire freiné, des stablecoins euros. D'une part, les réflexions de la Banque centrale européenne pour émettre son propre euro numérique, qui se veut, quand on lit entre les lignes, se substituer à des stablecoins euros comme actifs de règlement on-chain demain. Et les débats réglementaires, l'encadrement des marchés de cryptoactifs
par le règlement MiCA notamment, qui comprend un volet tout à fait spécifique sur les stablecoins euros, qui est extrêmement lourd, très inspiré de la réglementation traditionnelle que pour la monnaie électronique, les exigences à l'encontre des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit, et qui ont ces débats réglementaires beaucoup effrayés par rapport à la lourdeur que cela pouvait représenter pour des porteurs de projets de stablecoin. Parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup figuré avec l'annonce de Meta, de son Libra, de son Diem, qui d'ailleurs n'est pas un projet qui a abouti. On s'est beaucoup figuré les stablecoins comme des actifs menaçant la stabilité financière, menaçant l'efficacité de la politique monétaire, parce qu'on pensait effectivement à la force de frappe d'un acteur comme Meta. La réalité, c'est que on a besoin, au contraire, de développer des stablecoins euros et que les projets aujourd'hui ne présentent pas les mêmes risques qui pouvaient être sous-jacents aux projets portés par Meta. Donc c'est vrai qu'on a un environnement très différent pour le développement des stablecoins dollars et des stablecoins euros, même si on a en plus Angle qui est représenté. On a des stablecoins euros qui sont de plus en plus utilisés et de plus en plus importants pour le développement de cas d'usage, notamment dans la finance décentralisée, même si il est aussi assez intéressant de voir que demain des stablecoins pourraient être utilisés dans un monde beaucoup plus classique, des transactions financières plus classiques. Et pour cela, c'est intéressant de rappeler qu'à partir du mois de mars, on a le régime pilote pour les infrastructures de marché DLT qui va entrer en application et qui prévoit notamment, parmi des exemptions possibles à la réglementation financière, de pouvoir recourir à autre chose que l'euro que l'on connaît, sous la forme que l'on connaît, pour régler des transactions financières et ainsi réaliser l'ensemble des opérations sur la blockchain. Donc, on a besoin du développement de ces stablecoins euros dans un environnement qui est effectivement un peu moins favorable qu'aux États-Unis et où la réglementation MiCA, puisque c'était la deuxième question, se veut extrêmement stricte et encore poser certaines questions. Je pense notamment aux stablecoins qui ne vont pas avoir derrière un émetteur personne légale somme toute classique comme on pourrait imaginer. Où aujourd'hui, dans MiCA, c'est extrêmement encore difficile de comprendre le traitement de ces stablecoins dits décentralisés, c'est-à-dire plutôt gérés par le protocole que par un émetteur directement. Donc, peut-être que une autre information intéressante, c'est d'expliquer qu'il existe différents types de stablecoins. Des stablecoins avec une personne morale qui est émetteur, donc quelque chose de relativement classique, et MiCA décide de les traiter de façon assez similaire à de la monnaie électronique et donc les acteurs à des établissements de monnaie électronique. Mais donc on a d'autres types de stablecoins, et notamment décentralisés, où le fonctionnement est extrêmement différent, comme Angle d'ailleurs, mais Mariam, je pense que tu développeras. Et du coup, sur ces actifs, c'est encore très compliqué de comprendre si MiCA les traite, comment, et s'il les traite à l'instar des stablecoins centralisés, c'est un énorme problème et ça nous pose beaucoup de questions pour le développement de ce type de stablecoin en zone euro. Et en Europe, sachant que c'est aussi un fait important, on a 2 initiatives de stablecoin euro qui sont portées par des acteurs étrangers, Tether et Circle, qui sont des actifs qui posent une question, c'est-à-dire que si jamais nous, on n'encourage pas le développement de stablecoin euro par des acteurs européens, en réalité, il y a d'autres personnes qui vont le faire, qui sont pas nécessairement des acteurs européens. Ça pose des questions en matière de souveraineté et de faire perdurer l'hégémonie dollar dans cette nouvelle économie du web décentralisé. Donc on est très vigilant parce qu'on attend la publication de MiCA, on attend les textes de niveau 2, donc il faudra qu'on reste vigilant à ce niveau-là. Et également par rapport au développement du projet de la Banque Centrale Européenne, dont on ne sait pas encore, n'a pas vraiment statué sur sa décision d'émettre ou non un euro numérique, donc il faut qu'on attende quand même ça. Mais comment les deux BRICS, c'est-à-dire stablecoin et euro numérique de banque centrale, doivent s'imbriquer, sachant que ce sont des actifs totalement complémentaires dans les cas d'usage qui vont pouvoir m'autoriser. Donc voilà, c'est peut-être une réponse longue, mais je devais contextualiser, donc donner beaucoup d'informations. Merci beaucoup Faustine pour cette mise en contexte du stablecoin euro.
Et du coup, ça m'amène à une question que je voudrais poser à Myriam. Mariam, excuse-moi. Angle Protocol donc, a émis l'AG Euro, qui est un stablecoin en euros décentralisé et surcollatéralisé, avec un panier de crypto. Donc d'abord, j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu, que tu expliques la différence entre un stablecoin centralisé et décentralisé. Ensuite, que tu nous expliques brièvement ce qu'est un stablecoin surcollatéralisé et pourquoi il est surcollatéralisé. Et ensuite, on va rentrer, ce qui est plus intéressant, dans les cas d'usage les plus marqués de l'AG Euro. Donc, est-ce que tu as pu constater depuis le lancement? Et puis enfin, quel est le plus gros défi auquel tu fais face et il faut que tu relèves avec Angle pour assurer le succès de l'AG Euro et puis plus largement la prise de terrain, la prise d'ampleur des stablecoins euros en Europe émis par des Européens. Bien sûr. Très beau programme. Alors, pour commencer sur les stablecoins centralisés et la comparaison qu'on peut faire avec les stablecoins décentralisés, la dichotomie centralisée-décentralisée, déjà, elle est très intéressante parce que bien que ce soit grossier, ça permet vraiment de comprendre un peu l'univers des stablecoins et où la majorité des stablecoins se placent. Donc, effectivement, le stablecoin centralisé fait référence à un stablecoin qui est émis par une entité légale, donc, comme Faustine pouvait le dire, qui est identifiable. Il y a d'autres caractéristiques qui est important de prendre en compte. C'est le fait que le stablecoin, c'est le collatéral d'abord, qui permet d'assurer la stabilité du stablecoin décentralisé. En somme, pour être plus schématique, c'est backé par du fiat, donc des monnaies traditionnelles, du dollar ou de l'euro, qui seraient détenus dans un compte en banque, mais aussi par finalement des obligations, des notes commerciales à court terme, corporate ou étatiques. Et voilà, c'est ce panier d'actifs traditionnels qui permettent de maintenir le PEG, donc la parité avec la monnaie de référence. Donc là, on a les stablecoins centralisés plutôt. Et ces stablecoins-là, ce seraient les stablecoins les plus connus finalement et les plus utilisés actuellement, l'USDC de Circle, le BUSD de Paxos, qui est très utilisé, exclusivement utilisé maintenant sur la plateforme de trading de crypto-monnaie Binance, ou encore un autre stablecoin très utilisé qui est l'USDT de Tether. Donc, de ce côté-là, on a les centralisés. Il faut prendre en compte aussi le fait que ce collatéral, il est détenu off-chain, donc c'est-à-dire dans des conditions qui ne sont pas sur la blockchain. De l'autre côté, on a les stablecoins décentralisés et l'AG Euro émis par le protocole Angle est un stablecoin décentralisé. La caractéristique principale de ces stablecoins décentralisés, c'est que le collatéral est fait d'actifs crypto. Donc, ça pourrait être par exemple le Bitcoin, l'Ether et d'autres actifs qu'il appartient en réalité à chaque protocole de sélectionner selon des critères de sécurité, selon des critères de liquidité, parce que la sélection du collatéral qui permet de créer ces stablecoins décentralisés est très importante. On le verra pour la sécurité. Et la deuxième chose, c'est que le collatéral, contrairement à ce je viens de vous dire pour les stablecoins centralisés, le collatéral est on-chain. Donc, c'est transparent, contenu dans des smart contracts. Donc, n'importe qui, virtuellement, pourrait aller voir sur la blockchain l'état de ce collatéral, son niveau et la composition du panier de collatéral de ces stablecoins. Donc, ça, c'est pour la dichotomie centralisée-décentralisée. Il est important pour moi ici d'apporter une petite nuance parce qu'on va souvent entendre que les stablecoins décentralisés sont des stablecoins algorithmiques. Et je pense que c'est important ici de préciser que tous les stablecoins décentralisés ne sont pas des stablecoins algorithmiques, d'autant plus qu'on a connu l'année dernière le crash relatif à Terra Luna, donc c'est important de rapporter cette précision. Dans la sous-catégorie des stablecoins décentralisés, il y a les stablecoins qui sont surcollatéralisés, comme l'AG Euro d'Angle, et les stablecoins qui sont algorithmiques. La différence entre les deux réside notamment, pas totalement, mais notamment dans le fait que les collatéraux utilisés
dans un cas, ce sont des collatéraux exogènes. Donc, par exemple, pour l'AGEURO et tous les autres stablecoins surcollatéralisés, on va avoir des actifs qui permettent de maintenir la parité, qui sont des actifs émis par d'autres entités. Donc, ça pourrait être de l'Ether, ça pourrait être, il y a des stablecoins adossés sur l'or, ça pourrait être des réserves d'or. Et dans le cas des stablecoins algorithmiques, donc par exemple pour le feu UST de Terra Luna, c'était un collatéral endogène, c'est-à-dire émis par l'entité même qui émet le stablecoin. Jusqu'ici, les expériences de création et de maintien des stablecoins algorithmiques n'ont pas été un succès et la débâcle récente nous montre que pour l'instant, il n'y a pas de recette qui a vraiment fonctionné. Donc voilà, c'est important de faire la différence entre les stablecoins surcollatéralisés et les stablecoins algorithmiques. Maintenant, pour revenir plus précisément sur le sujet des stablecoins surcollatéralisés, comme celui d'Angle, l'AGEURO, l'idée, c'est de créer donc ce panier d'actifs qui permet de maintenir la parité de telle sorte qu'il y ait toujours plus d'actifs qui permettent de maintenir la parité que de stablecoins émis. La conséquence aujourd'hui, c'est que par exemple, pour avoir de l'AGEURO, on peut soit faire ce qu'on appelle un mint, donc amener un collatéral accepté par le protocole et récupérer de l'AGEURO, donc on crée du collatéral pour avoir de l'AGEURO, ou l'emprunter en déposant un collatéral accepté. Ce mécanisme d'emprunt pour avoir un stablecoin, c'est finalement somme toute classique dans le monde des stablecoins décentralisés. Un des stablecoins décentralisés les plus importants et les plus anciens, c'est le DAI émis par MakerDAO et qui fonctionne de cette façon-là. Il y a des collatéraux qui sont acceptés par MakerDAO et un ratio d'emprunt qui permet, avec un certain collatéral, d'emprunter une certaine quantité de DAI ou d'AGEURO en ce qui concerne l'AGEURO d'Angle. Donc ça, c'est pour le paysage et les différences entre les différents stablecoins. Après, comme Laurent et Faustine ont pu le dire, le paysage des stablecoins euros, pour l'instant, est beaucoup plus réduit par rapport à celui des stablecoins US. Aujourd'hui, je crois que la capitalisation de marché des stablecoins USD représente 140 milliards de dollars USD. Les stablecoins euros, c'est 500 millions. Donc, en termes de ratio, vous voyez qu'on a une grande différence là. Donc, mais aussi, il y a un potentiel d'expansion qui est très important et c'est à nous de relever ce défi. Aujourd'hui, avec Angle Protocol, il y a plusieurs cas d'usage qui se présentent et il est important pour nous de permettre à tous les usagers de la finance décentralisée d'utiliser l'AGEURO dans plusieurs configurations, mais aussi d'aller vers d'autres cas d'usage qui sont beaucoup plus relatifs au paiement, à, je dirais, la vraie vie. Donc aujourd'hui, l'AGEURO peut être utilisé pour des cas de trading, très simple, des cas d'usage de paiement, mais des cas d'usage aussi relatifs à la génération d'intérêts et de yield on-chain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut, il y a des solutions qui sont mises en place en collaboration avec d'autres protocoles pour, par exemple, permettre de payer des salaires en AGEURO sur la blockchain. C'est notamment fait avec Superfluid, qui est un autre acteur du service, de l'écosystème. Et pour le cas d'usage des paiements, c'est très intéressant parce que c'est un potentiel de développement qui peut être infini parce que les stablecoins ne sont pas limités par des frontières. On a besoin de l'intervention d'une banque et surtout, il y a une question de coût qui se pose aujourd'hui en termes de remittances de paiement. On observe des coûts qui sont environ à 3% du montant envoyé. Sur la blockchain, en moyenne, les coûts de transfert des fonds, qui sont relatifs souvent aux gas fees qui sont payés sur la blockchain, sont estimés à 0,1%, en fonction bien sûr du congestionnement de la blockchain utilisée. Mais on voit là une différence de coût qui fait que ça peut être attractif pour les paiements. En termes de yield, on a aussi tout ce qui concerne le prêt et l'emprunt on-chain de stablecoin. Aujourd'hui, l'AGEURO peut être emprunté sur différentes plateformes parmi les plus connues de la finance décentralisée qui sont utilisées à la fois par des utilisateurs individuels mais aussi par des institutions. Je pense notamment à Aave
qui est un protocole l'un des plus importants et les plus utiles de la finance décentralisée. Pour ces emprunts-là, il y a aussi d'autres emprunts qui sont spécifiquement à destination d'entreprises moyennes, un peu plus grandes. Par exemple, on a un protocole français qui s'appelle Atlantis, qui est très intéressant, qui permet à des entreprises d'emprunter des stablecoins dans des conditions beaucoup plus rapides. On-chain, bien sûr, il y a du KYC et des collatéraux qui sont donnés. Mais là, c'est vraiment un cas d'usage réel et connecté à des entreprises qui opèrent dans la finance traditionnelle et dans les activités de tous les jours. Et l'AG Euro, typiquement, est emprunté par ces entreprises-là pour pouvoir remplir leurs besoins de BFR au jour le jour, par exemple. Donc ça, ce sont des cas d'usage qui sont assez intéressants et qu'on retrouve qui se développent de plus en plus. Et la mission d'Angle, c'est de continuer à développer ces intégrations-là et ces cas d'usage, mais aussi de permettre finalement que la programmabilité des stablecoins décentralisés soit un réel avantage. Quand je parle de programmabilité, c'est le fait de dire que l'AG Euro, étant donné qu'il réside sur des smart contracts, peut répondre à des conditions qui vont être mises en place par les différentes parties en fait, qui souhaitent l'utiliser. On peut dire par exemple que le montant sera détenu sous séquestre et sera libéré à une certaine condition automatiquement. Et il y a plusieurs types de conditions et types d'usages qui peuvent être automatisés sur la blockchain et qui sont finalement très intéressants. Mariam, je t'interromps 2 secondes. Il faut qu'on passe aux autres intervenants et aux autres questions. Mais merci beaucoup pour cette présentation des différents cas d'usage. Donc, on a parlé du paiement, on a parlé du prêt-emprunt, on a parlé aussi de la programmabilité, des avantages de ces stablecoins euros. Il faut absolument que tout l'écosystème se mette en marche, à mon sens, pour favoriser l'émergence et la prise de position de l'euro par des Européens, le stablecoin euro. Donc ça, on va voir comment ça peut se passer. Et Pierre-Yves, je vais te passer la parole pour te poser une question, parce que toi, tu es directement impliqué avec Legitty. Et donc, je voudrais que tu nous expliques comment le stablecoin euro a une position centrale dans le fonctionnement d'une plateforme d'investissement en crypto comme Legitty, mais comme d'autres. Comment est-ce que ça peut être utilisé? Est-ce que tu peux nous décrire concrètement ce cas précis? Oui, tout à fait. Déjà, pour rebondir un peu sur ce que disaient Faustine et Mariam, la régulation, on peut l'aborder soit du côté de l'émetteur, donc comme on l'a vu, avec des acteurs centralisés et des acteurs décentralisés, mais aussi du côté des usages, où finalement, soit ces stablecoins vont être proposés par des acteurs, des entités qui sont régulées, ou soit, encore une fois, par des protocoles qui, eux, ne sont pas forcément régulés et parfois n'ont même pas d'entité juridique ou d'entité légale pour offrir ces services. Donc là, on parle plus de tout ce qui est finance décentralisée, DeFi. Dans notre cas, donc nous, on opère une plateforme crypto-patrimoniale, c'est-à-dire que on voit les actifs numériques comme une classe d'actifs d'investissement, parce qu'on a vu en fait ces dernières années, finalement, aussi bien les investisseurs institutionnels que particuliers ont positionné les cryptos comme une classe d'actifs d'investissement dans le paysage de l'épargne. Et donc, effectivement, le stablecoin a une place centrale dans une plateforme d'échange crypto, puisque le stablecoin représente finalement, on va dire, la valeur refuge dans cet univers d'actifs numériques, puisque, comme le disait Faustine au début, la proposition de valeur des stablecoins, c'est de conserver une valeur stable face à une devise en général. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, la majorité sont en dollars, mais nous, étant Européens, c'est vrai qu'on a un besoin finalement de stablecoin euros important pour ne pas après avoir un autre risque en termes d'investissement, qui est le risque de change entre l'euro et le dollar. Donc nous, concrètement, sur la plateforme, finalement, les investisseurs vont pouvoir aussi bien investir sur des actifs numériques, donc les cryptoactifs volatiles tels que Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptoactifs, que finalement sur les stablecoins, lorsqu'ils souhaitent s'extraire finalement du risque de volatilité de cet écosystème, de cette classe d'actifs. Donc ça, c'est le premier point. Après, dans les usages, je pense au niveau général, et Mariam l'a bien abordé, les stablecoins peuvent aussi avoir un
enjeu en fait assez considérable, notamment dans les moyens de paiement transfrontaliers. C'est vrai qu'à court terme, je veux dire, au niveau local, les paiements qu'on utilise fonctionnent bien, notamment le sans contact, notamment Apple Pay. Donc, pour ces services-là, le stablecoin, on peut se poser des questions parce qu'aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne très bien. En revanche, dès qu'on regarde les systèmes de transfert d'argent au niveau international, là, on peut vraiment, comme le disait Mariam, apporter une innovation majeure et une réduction de coûts aussi extrêmement importante pour les utilisateurs. Maintenant, c'est vrai que avec le travail, on va dire, en remote, c'est de plus en plus fréquent dans les entreprises d'embaucher finalement des acteurs qui sont à l'autre bout du monde, qui peuvent être même, notamment dans la tech, des développeurs en Inde, en Europe de l'Est ou peu importe. Et là, pour même juste payer les salaires, parfois avec le système bancaire traditionnel, ça peut être compliqué. Ou en tout cas, si ça l'est pas, ça peut aussi coûter très cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui peuvent payer en stablecoin, finalement, ces prestataires externes, et le paiement se fait finalement quasiment instantanément. Et l'avantage aussi des stablecoins, Mariam l'a souligné, c'est vraiment la programmabilité grâce au smart contract de ces actifs. Et donc là, on va pouvoir vraiment, en fonction de certaines conditions, programmer l'exécution finalement de ce qui a été prévu entre deux contreparties. Et donc là aussi, on voit énormément d'avantages et d'innovations à l'utilisation des stablecoins à ce niveau-là. Et peut-être le dernier point, un autre point qui peut être aussi intéressant d'observer, qui peut être vu plus au niveau finalement des banques centrales, on peut aussi se poser la question, ces dernières années, on a eu quand même beaucoup d'actions de banques centrales, notamment avec ce qu'on appelle les quantitative easing, donc la création monétaire pour notamment soutenir l'économie, donc depuis une dizaine d'années, ça a commencé aux États-Unis post-crise 2008. Mais on peut aussi se poser la question finalement, est-ce que demain, un stablecoin, donc monnaie de banque centrale, mais on-chain, ne pourrait pas jouer un rôle central comme un outil finalement de politique monétaire? Puisque là, on va parler de monnaie dirigée. Étant donné que c'est programmable, demain, la Banque centrale peut faire un programme extrêmement spécifique pour toucher un pan de l'économie extrêmement spécifique et de dire, voilà, on fait on va dire, à l'époque, on parlait souvent d'hélicoptère monnaie en politique monétaire, mais l'hélicoptère monnaie, si on ne le contrôle pas, ça peut poser de sérieux problèmes. En revanche, s'il est contrôlé, là, on peut ouvrir finalement d'autres champs et d'autres applications de politique monétaire et ça pourrait donner d'autres outils aux politiques monétaires pour peut-être pour endiguer demain une crise importante ou autre. Donc on voit voilà les différents aspects sur le côté régulé de ces stablecoins. Et donc là, on parle uniquement finalement d'entreprises qui ont une entité juridique, qui sont elles-mêmes régulées. Nous, Legitty, on est enregistré en tant que PSAN, et donc on est conforme finalement à toutes les règles, notamment de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui est extrêmement important. Et peut-être ce que je soulignerai également, c'est que pour différencier les acteurs, on va dire, d'émetteurs de stablecoins centralisés, on a Circle, on a Tether par exemple, et les acteurs décentralisés comme l'AG Euro, comme Angle Protocol. Sur les acteurs centralisés, il faut bien avoir en tête que finalement, l'émetteur garde le contrôle sur l'émission de stablecoin qui est fait. Et donc, si demain, et ça, on l'a vu par le passé, si demain, des organismes internationaux décident de sanctionner quelqu'un ou un organisme ou une société, et bien finalement, ces sociétés-là vont pouvoir geler les fonds. Donc, on voit que finalement, c'est pas non plus la porte ouverte à n'importe quoi. Il y a quand même des sujets réglementaires importants et qui sont pris en compte par ces acteurs-là. Même si un stablecoin n'est pas reconnu comme une monnaie fiduciaire, on va pouvoir lui appliquer les mêmes obligations réglementaires qu'on peut l'avoir finalement sur la monnaie fiduciaire traditionnelle. Maintenant, si on peut comparer les cas d'usage un peu, on va dire, alors j'aime pas trop dire dérégulés, mais moins régulés, qui sont plutôt offerts finalement par des protocoles de la finance décentralisée, où on va retrouver finalement des services financiers traditionnels que l'on connaît, comme disait Mariam, le prêt-emprunt, du marché secondaire, de l'assurance, différents services financiers. Mais la particularité de ces protocoles DeFi, c'est que finalement,
il n'y a aucune société centralisée qui va finalement, il n'y a pas d'organisme centralisé derrière ces projets-là. Et donc les acteurs vont pouvoir utiliser ces services par eux-mêmes, grâce à la blockchain finalement et au smart contract, et utiliser ces services donc, qui ne sont par nature non régulés. Mais ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, je pense, c'est que la grosse différence entre les cas d'usage régulés et les cas d'usage non régulés, c'est peut-être aussi la possibilité d'avoir la possibilité de reconvertir ces stablecoins en monnaie fiduciaire traditionnelle, telle que l'euro ou le dollar. Aujourd'hui, nous, Legitty, on permet la conversion d'actifs numériques, donc que ce soit Bitcoin, Ethereum ou stablecoin, contre de l'euro, la monnaie fiduciaire. En revanche, tous les protocoles décentralisés ne permettent pas ce gateway en monnaie fiduciaire. Et donc, je pense que les points de réglementation sont vraiment là. Après, il y a plein de sujets, hein, mais aujourd'hui, le régulateur fait vraiment extrêmement attention quand il y a la reconversion en monnaie fiduciaire. Donc voilà un petit peu, je pense avoir répondu un peu aux différents points que tu avais soulignés, Laurent. Et le dernier point, peut-être pour reconfirmer ce que disait Mariam, mais c'est vrai que la transparence joue un jeu important. Finalement, aujourd'hui, les acteurs non régulés, donc un peu comme Angle Protocol, apportent peut-être plus de transparence puisque tout est on-chain et donc n'importe qui, à n'importe quel moment, peut vérifier la valeur du collatéral qui est en face de l'émission de l'AG Euro, alors que les acteurs centralisés comme Circle ou Tether, ça reste un peu plus opaque, puisque oui, il peut y avoir des audits qui sont effectués sur les réserves qui sont en compte en banque, qui viennent en collatéral de l'émission du stablecoin, mais en tout cas, ça ne peut pas être vérifié de façon instantanée. Et en fonction des juridictions où est représenté finalement l'acteur central, on peut se poser des questions sur les audits ou autres. Donc voilà un petit peu. Merci beaucoup, Pierre-Yves, c'est passionnant, merci. D'abord, tu es rentré dans le concret, ce qui est très intéressant, et puis en donnant des exemples très précis, on a bien compris la différence entre des usages régulés et non régulés. Du coup, je voudrais maintenant passer. Donc, on a vu aussi que le stablecoin, grâce à des exemples, pouvait être utilisé un petit peu finalement comme une poche de refuge, un peu une poche cash quand on fait des investissements en crypto, ce qui était très intéressant sur une plateforme, d'avoir cette capacité de pouvoir sortir d'un marché volatile quand on en a envie, pour se réfugier sans nécessairement reconvertir son argent en fiat monnaie, puisqu'il va être fiscalisé à ce moment-là. Donc ça, c'est important. Et puis, je voudrais qu'on passe maintenant à un sujet un petit peu différent. Je vais passer la parole à Isabelle. Et Isabelle, je voulais te demander, on voit que les banques aujourd'hui, elles sont finalement assez peu présentes sur les sujets d'émission de stablecoin, notamment en euros, ou même sur la proposition de cas d'usage à leurs clients. En fait, on voit qu'il y a des expérimentations, tu es au cœur de ça, mais les autres banques le font aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi il y a finalement si peu d'intérêt pour des usages B2C ou même B2B, puisqu'il y a des clients, enfin les banques, les usages aujourd'hui les expérimentations sont plutôt sur du B2B. Mais voilà, pourquoi un peu ce désintérêt du stablecoin, ou est-ce que je me trompe, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Alors, il y a un intérêt, mais pour les banques, il y a une limitation, c'est la réglementation. Donc, les banques, elles sont extrêmement régulées, donc ce n'est pas une surprise, mais je pense que si vous le viviez de l'intérieur, vous comprendriez mieux ce que ça veut vraiment dire. Et donc, finalement, il y a des intérêts, des envies de faire, mais qui sont aujourd'hui assez contraintes par la réglementation. Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que les stablecoins aujourd'hui, leur usage, il est essentiellement dans un environnement crypto qui n'est pas ou qui est encore très peu régulé et dans lesquels, en fait, pour les banques, c'est difficile, en fait, de rentrer. Parce qu'à partir du moment où on voudrait rentrer dans un univers où on n'a pas forcément des KYC pour tous les acteurs, c'est-à-dire on ne connaît pas forcément le client, son activité, où on n'a pas forcément des filtrages de flux systématiques. C'est le cas en France, on a cette chance d'avoir des acteurs qui sont enregistrés, qui le font, et ce n'est pas forcément le cas dans tout l'écosystème. Bien, c'est difficile et puis on a aussi un environnement où les règles de marché ne sont pas non plus en place. Pour une banque, une banque ne peut pas. Elle a un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ses autorités de tutelle, et en fait, elle ne peut pas. Et ce qui est assez d'ailleurs intéressant de regarder, c'est qu'aujourd'hui, les autorités de tutelle, finalement, nous freinent beaucoup.
On a en fait des autorités bâloises qui sont, on a un comité au niveau international qui fixe des règles en fait pour les banques, qui ont fixé des règles qui sont d'ailleurs assez intéressantes pour les banques en fait, qui permettent de savoir quels sont les fonds propres qu'on met en face des activités qu'on peut avoir, soit pour compte propre, soit pour les clients sur ces cryptos. Et là, en fait, la Commission européenne est en train de dire, jusqu'à fin 2024, ces règles-là, vous ne les appliquerez pas. Et concrètement, la banque, si elle a pour compte propre des crypto-actifs, elle doit mettre la même quantité en fonds propres. Donc, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que la banque, aujourd'hui, est extrêmement limitée pour avoir en compte propre, en fait, des actifs. Alors, elle peut le faire pour ses clients, mais on revient dans une activité, c'est pas si simple que ça. Voilà, on a aussi pas mal de contraintes aussi sur les sujets GDPR, qui sont aussi quelque chose qui n'est pas facile à gérer. À partir du moment où on veut manipuler pour le compte de nos clients, enfin leur faire des transactions sur les chaînes, on voit bien que ça ne marche pas bien. Et voilà. Et pour une banque, encore une fois, on ne peut pas jouer avec la réglementation, on ne peut pas se dire on passe et puis après on verra. Nous, on voit d'abord et puis voilà, si on ne peut pas faire, on ne fait pas. Donc il y a cette limitation qui, on va dire, qui est liée à notre statut d'acteur réglementé. C'est pour ça qu'on se considère, nous, comme acteur de confiance, en fait, mais ça veut dire qu'en termes d'innovation, forcément, on va être un petit peu plus limité. Alors après, sur les cas d'usage, nous, on a beaucoup regardé les cas d'usage du paiement avec les stablecoins. Donc, il y a déjà le fait de se dire, aujourd'hui, le paiement du quotidien, quand on va acheter, faire ses courses au supermarché ou acheter son pain, ça marche. Et c'est pas si cher que ça. Et en fait, c'est pas cher. L'infrastructure, elle coûte pas très cher. Donc, c'est sûr qu'une infrastructure sur blockchain, sur DLT ou CLT, on appelle ça comme on veut, mais tokenisée, elle peut permettre d'avoir des coûts moins chers. En fait, ce qui coûte de l'argent pour une banque, dans une transaction, dans un paiement, c'est la gestion de la fraude. Quand en fait vous payez, si vous avez en fait une contestation, vous pouvez contester ce paiement, vous êtes remboursé le lendemain. Ça, c'est une loi européenne qui s'appelle un règlement qui s'appelle une directive qui s'appelle la DSP qui permet ça. Et ça coûte de l'argent, c'est-à-dire que la banque, elle doit investiguer pour savoir qui a tort ou a raison entre le payeur et le payé. Donc ça coûte de l'argent. Moi, j'ai des back-office, en fait, j'ai plusieurs personnes par dizaines qui sont dans des back-office pour gérer ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas automatiser parce qu'on doit juger finalement qui a tort, qui a raison et finalement qui doit prendre une perte quand il y a une contestation. Et il y a quelqu'un qui prend une perte, ça peut être le client si c'est lui qui était malveillant, ça peut être le marchand, mais ça peut être aussi la banque. Voilà. Donc il y a un coût en fait qu'il faut factoriser. Et d'ailleurs, je suis toujours étonnée, on n'en parle jamais dans les transactions en stablecoin, même dans les transactions en euro digital. Pas un sujet qui est encore remonté sur la table et pourtant il faut bien comprendre que le coût du paiement aujourd'hui, mais voilà Laurent, tu connais très bien tout ça, c'est pour une grosse partie cette gestion finalement du problème. Quand ça marche très bien, mais en fait la vraie difficulté c'est quand ça marche pas bien, il faut remettre un peu d'humain, de jugement et de traitement derrière pour finalement avoir une transaction qui puisse aller jusqu'au bout. Voilà. Après, dans les paiements, il faut aussi se rendre compte que le stablecoin, c'est pas un actif qui permet de faire du paiement aujourd'hui. Le paiement, au sens au sens MiCA, ça répond vraiment à une réglementation très précise. Aujourd'hui, si vous payez en stablecoin, par exemple avec un Circle, vous allez en fait échanger un token, mais c'est pas forcément du paiement au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire ce qui est manipulé, c'est pas en fait une monnaie électronique ou une monnaie de banque. J'ai vu que là, la Finlande était la première à avoir émis un stablecoin avec sous format de monnaie électronique, donc j'ai pas regardé encore le détail. Mais alors Faustine dit non, alors j'aimerais bien parce que moi j'ai pas creusé encore, mais il faut bien comprendre on protège pas le client de la même manière entre un paiement avec une monnaie électronique qui est complètement cadré par cette DSP, et puis des actifs qui, eux, ne rentrent pas dans ce cadre-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas, vous n'allez perdre votre argent en le faisant, mais voilà, vous avez moins de protection en tant qu'utilisateur qu'un outil qui est régulé, et avec aussi, pour moi, quand même une question sur la sécurité juridique de l'actif qu'on manipule. On a, en fait, sur ces actifs centralisés, ces stablecoins centralisés, ils peuvent être émis dans d'autres juridictions, sûrement pas européennes et sûrement pas françaises. Si un jour il y a un run, c'est-à-dire les gens, pour une quelconque raison, veulent rapatrier leurs fonds et les reconvertir en monnaie légale, on peut avoir des difficultés à le faire. Il peut y avoir en fait le besoin de se retourner contre un juge. Et là, en fait, je ne sais pas en fait comment elles peuvent être traitées. Donc, pour moi, il y a quand même un petit peu de précaution à prendre.
on ne paye pas avec ces choses-là, on échange des tokens et on prend la responsabilité finalement de la valeur du token que l'on échange avec ses contreparties. Pour moi, c'est un petit peu différent. Alors, MiCA, pour moi, va aider. Je pense que c'est une première bonne brique qui permet effectivement de remettre un cadre et d'appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire un paiement ou un échange. Et MiCA, je crois, a les deux notions. Voilà, le fait qu'on se dise que quand on fait un paiement, on rentre dans le cadre de la monnaie électronique, pour moi, c'est plutôt confortable parce qu'on sait déjà manipuler ces types d'actifs. On a beaucoup d'établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui sont régulés en Europe, qui savent manipuler ces choses-là avec les bonnes règles. Donc, ça permet de rentrer dans un cadre qui est beaucoup plus large. On a plein d'acteurs, y compris les banques, mais pas que. Tout l'écosystème des paiements, une fois qu'on aura la monnaie électronique tokenisée, pourra utiliser ces tokens. Donc, on touche tout de suite un écosystème qui est très large et qui va faciliter les usages. Même si pour moi, il y a encore beaucoup de clarifications. On a toute la partie technique en fait, de MiCA qui doit être complètement déclinée. Et je pense que c'est pas une paille. Il y a beaucoup de travail derrière. Donc, ça laisse quand même plein d'interrogations, surtout avec un timing qui est très serré. Moi, je ne sais pas comment on va pouvoir mettre en application quelque chose avec des règlements techniques qui vont arriver peut-être tout à la fin. Et puis, il y a quand même une question, c'est que le paiement, ce n'est pas frontalier. Ça doit toucher, potentiellement, là, on touche des écosystèmes qui sont plus larges. Et donc, il y a toute la question d'avoir une homogénéité de réglementation entre ce qu'on veut faire en Europe et puis ce qu'on va faire dans d'autres pays. On voit, par exemple, le UK disent le stablecoin, c'est comme un security token. Donc, c'est comme un titre. Bon, je ne sais pas comment ça va être traité en termes de paiement. Les US aussi sont en train de réfléchir à ça. Donc, on voit bien que si, en plus, on n'est pas forcément d'accord, sur la partie cross-border que soulignait Pierre-Yves, je pense que c'est un excellent cas d'usage. Même pour ça, ça ne va pas être facile parce que qui dit cross-border dit cohérence avec les réglementations de chacun des pays qu'on va vouloir toucher. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, il y a aussi un vrai enjeu d'avoir une réglementation qui soit cohérente à l'international. Donc, il y a encore un peu de boulot. Donc, les cas d'usage, ils sont très nombreux. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est encore un petit peu freiné par ces différentes règles. Merci beaucoup Isabelle. Alors, on est un petit peu en retard sur le timing, il faut qu'on accélère un peu. Je voudrais juste que Faustine ait l'occasion de rebondir là-dessus, si tu as quelque chose à ajouter très rapidement, puisqu'il y a ces sujets de réglementation, de fraude et d'harmonisation. Donc, très brièvement, si tu peux en quelques minutes nous faire un petit commentaire. Oui, très brièvement, et juste, c'était pour rebondir sur ce que disait Isabelle, j'ai mis dans le chat un stablecoin qui existait avant celui de Membrane Finance, qui est celui de Monerium, qui était déjà autorisé en tant qu'établissement électronique. Donc, c'est pas tout à fait le premier, même si c'est toujours des bonnes nouvelles d'avoir des nouveaux stablecoins euros qui émergent. Non, sur la réglementation, et j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je serai brève. C'est vrai qu'elle est extrêmement stricte si on considère aujourd'hui qui est le profil un peu type du porteur de projet de stablecoin, à savoir plutôt des nouveaux entrants, et pas forcément des établissements établis qui sont déjà familiers de la réglementation, qui sont déjà bien solides et bien développés. Donc, on regrette, on va dire, que dans les débats réglementaires, l'état et la maturité et le besoin que le secteur se développe encore, ce secteur des nouveaux entrants. On regrette que ça n'ait pas été pris en compte pour avoir une réglementation peut-être un peu plus proportionnée et plus progressive qui aurait justement permis à ces nouveaux acteurs, Angle en fait partie, peut-être de voir, d'être plus serein sur le développement de l'innovation tout en se mettant en conformité avec une réglementation dont le secteur s'accorde qu'elle est nécessaire. Il n'est pas du tout question en fait de remettre en cause la nécessité de la réglementation, mais plutôt, et c'est des débats qui se posent aussi actuellement sur d'autres sujets comme l'EPSAM, mais c'est plutôt la question du timing et de la montée en puissance qui devrait être un peu plus progressive, une montée en charge un peu plus graduelle des exigences que l'on va demander à des nouveaux entrants. J'en parlais aussi tout à l'heure, on a peut-être une conception un petit peu biaisée des risques que cela porte, qui sont très différents que l'on parle d'un stablecoin, d'un méta plutôt qu'un autre. Donc de la même façon, ça
certainement dû un peu plus orienter des exigences, enfin en tout cas permettre de les moduler selon justement le niveau risque que posent les stablecoins pour encore une fois que ça accompagne une innovation dans un cadre sécurisé. Et bon, le troisième point, mais j'en avais parlé, il y a toujours cette incertitude sur le traitement des stablecoins qui ne sont pas centralisés et la façon dont la réglementation sera vraiment adaptée à ce fonctionnement, avec le risque, si ce n'est pas adapté et si on a de facto une difficulté de mise en conformité avec la réglementation européenne, parce que l'on aille ailleurs. Hein. Ce n'est pas un sujet spécifique au stablecoin, mais c'est quand même nécessaire de le rappeler. Donc comme le disait Isabelle, on a quand même encore un peu de travail avec les textes techniques qui vont être du coup extrêmement importants pour à la fois les acteurs qui vont avoir besoin de se préparer sur la base de précision, de clarification, mais aussi finalement pour les autoriser pour mieux appréhender ces nouveaux actifs, ces nouveaux acteurs, ces nouvelles activités dans leurs fonctions d'autorisation et de supervision. Donc là, Faustine, merci beaucoup, ça c'est très important et je voulais d'ailleurs souligner l'excellent travail de la DAN, qui est un acteur majeur dans justement la prise de position du marché dans son ensemble sur ces sujets-là. Et tu portes la voix de beaucoup d'acteurs. Et donc, merci pour ça, c'est très, très important parce que sans évolution de la réglementation, c'est le chaos et on peut pas travailler. On l'a vu, merci Isabelle de l'avoir souligné aussi, vous êtes soumis à ces contraintes-là, mais elles sont nécessaires. On a vu donc avec Pierre-Yves différents usages des stablecoins dans le monde retail. On a parlé un petit peu du B2B avec la contribution d'Isabelle. Et on va passer maintenant directement, je voudrais aborder une autre question avec toi, Mariam. On a bien vu donc les usages et la valeur que peut apporter le stablecoin dans les investissements B2C. Merci Pierre-Yves. Et puis on voit comment ça s'articule avec les instruments financiers. Mais je voudrais que tu nous parles un petit peu de justement cette charnière avec les instruments et les actifs financiers traditionnels dits real world assets. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce point-là, ce lien entre le stablecoin et les actifs traditionnels, les actifs financiers du marché? Ah, ton micro est coupé, je crois qu'on ne t'entend plus. Rien. Super. Oui, je disais, je vais essayer d'être brève pour être et respecter le timing. C'est intéressant parce qu'on peut faire un lien finalement plus global avec tout ce que Faustine, Isabelle ou Pierre-Yves ont pu dire. Le fait que le stablecoin soit un actif qui permet d'être une référence, qui permet de transitionner entre différents produits, en fait une application parfaite pour faire le lien entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Aujourd'hui, on assiste à des initiatives, que ce soit du côté de la réglementation pour pouvoir faire le pont en entendant que la réglementation soit plus claire. On assiste à des initiatives de KYC on-chain. Par exemple, on a une société de finance un protocole de finance décentralisée qui essaie de faire maintenant des NFT KYC qui permettraient à des entités de faire un KYC une fois qui pourrait être transposable. Mais encore une fois, là, ça pose un vrai problème parce que je pense qu'Isabelle pourra parfaitement le dire, les process KYC ne sont pas harmonisés entre les différentes entités. Mais voilà, c'est des initiatives comme ça qui permettent de voir un avenir où on pourra automatiser certaines dimensions de compliance ou des régulations en entendant que la réglementation soit plus claire. Ça, c'est au niveau des initiatives pour créer le pont actuellement. Et sinon, d'autres initiatives on-chain, comme par exemple avec aujourd'hui des entreprises, que ce soit MakerDAO ou d'autres protocoles de finance décentralisés, qui permettent de faire des prêts d'une somme conséquente à des acteurs traditionnels qui sont collatéralisés par des actifs réel. On a aujourd'hui MakerDAO, je crois, qui a fait un prêt de 500 millions de DAI, le stablecoin décentralisé à la Société Générale. On a aussi des initiatives qui sont beaucoup plus intéressantes de tokeniser des actifs financiers, par exemple. Alors ça, il semblerait que ce serait la prochaine vague d'innovation en finance décentralisée et relative au stablecoin. Donc, ça consisterait à tokeniser des actifs financiers qui viendraient on-chain et qui pourraient être dans lesquels les utilisateurs, finalement, notamment des institutions, pourraient investir via les stablecoins. Ça, c'est des choses qui existent déjà sur la blockchain
Ça vient sur la blockchain pour des raisons de coût et d'accessibilité plus large, mais on voit que c'est toujours, pour l'instant, toutes les initiatives qui existent sont accessibles uniquement via KYC, en tout cas pour la tokenisation des actifs financiers. Mais c'est cette direction-là que le real world asset en crypto est en train de prendre. Et pour que le développement se fasse réellement, il y a cette question de la compliance et du KYC qui est toujours présente. Oui. Merci Mariam. Alors, il nous reste plus que 4 minutes, donc par respect pour notre audience et puis pour les prochains intervenants, on va essayer d'aller vite. Une dernière question pour Isabelle, juste ce lien avec les marchés financiers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des expérimentations en cours par la Société Générale ou les autres banques, si tu les connais, et si tu peux en parler, sur les marchés financiers, et voilà, qu'est-ce que vous testez, qu'est-ce que vous expérimentez? Oui, parce que les marchés financiers, c'est un endroit en fait, où la tokenisation va avoir un impact majeur, alors pas à court terme, mais à moyen long terme. Donc les banques, elles sont quand même dans le centre du cyclone. Je pense que des fois, tous les banquiers l'ont pas compris, mais voilà, les marchés financiers permettent la tokenisation de titres financiers. Donc on va pouvoir avoir des marchés classiques qui vont changer en termes de support. Et la DeFi, elle permet d'automatiser les produits dérivés. Elle permet de faire alors des prêts, des emprunts, mais aussi des options, des swaps. Et donc, à partir du moment où on a un actif financier qui est tokenisé et qu'on peut dessus appliquer un algorithme qui permet de créer un produit dérivé via des mécaniques de DeFi, on peut créer finalement un marché financier très large avec à la fois des produits vanille, donc des produits standards, et des produits dérivés qui sont automatisés. Donc, la DeFi, en fait, c'est hyper important pour les banques. Donc, il faut regarder, même si aujourd'hui, c'est pas régulé, il faut laisser ce truc-là, en fait, continuer à émerger. Déjà, c'est tout petit. Je rappelle, c'est 0,01% des actifs financiers mondiaux. Donc, c'est tout petit. Et le shadow banking, c'est la moitié des actifs financiers mondiaux. Donc, en termes de taille et tout, il faut quand même regarder. C'est tout petit. C'est un endroit d'expérimentation. Et les banques, forcément, elles regardent parce qu'il y a un intérêt demain à avoir des produits financiers complexes qui sont gérés via des protocoles et des tokens. Donc, nous, en fait, côté Société Générale, on a cette expérimentation qui a été faite par notre filiale SG Forge, qui consiste en fait à refinancer des titres via le protocole MakerDAO, donc via une mécanique en fait où les titres sont des titres obligataires qui sont tokenisés, les tokens sont déposés sur le protocole avec émission de DAI qui est ensuite rechangé en dollars. Donc en fait on fait du repo, en fait on refinance ces titres en dollars, mais via une mécanique qui passe par la DeFi. Donc c'est hyper intéressant, c'est assez prometteur pour justement trouver des mécaniques de refinancement demain. Donc voilà, donc on commence par ça. On n'est pas les seules banques. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de voir que les autorités de Singapour sont en train de tester aussi des protocoles DeFi. Donc, voilà, et même la Banque des règlements internationaux regarde aussi ça. Donc, il y a quand même des choses qui se passent un petit peu dans le monde. C'est pas beaucoup, mais on voit bien qu'il y a un vrai intérêt à terme à rentrer dans ces marchés, à la fois sur les tokens et la DeFi. Et donc, tout le monde doit regarder, en fait. Merci. Alors, j'espère que Forge va expérimenter aussi avec l'AG Euro plutôt que le DAI. On va voir. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes. Alors, un petit mot de la fin. Il nous reste 1 minute, chacun en une phrase, si vous vouliez juste conclure. Alors, on va commencer par Faustine, qui avait commencé là-dessus. Alors, comme mot de la fin, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais voilà, je pense qu'il faut rappeler que c'est extrêmement important que l'on ait peut-être des mesures plus explicites et positives pour le développement des stablecoins euros par des acteurs européens. Ça passe évidemment par une réglementation adaptée et proportionnée, mais je pense que ça passe aussi par une volonté politique et la compréhension des opportunités que cela présente pour le développement de l'innovation en général, puisque les stablecoins sont quand même les moteurs d'un certain nombre de cas d'usage et parmi les plus innovants qui sont autorisés par les cryptoactifs. Donc, compréhension de ces opportunités de développer le secteur et in fine en fait des enjeux de souveraineté que finalement on ne reproduise pas l'hégémonie dollar dans cette nouvelle finance et économie décentralisée en général. Et donc ça passe par des champions européens. Merci. Alors, on va essayer d'être un petit peu… merci beaucoup. Il est 10 heures, on a presque fini, mais vite, chacun un petit mot. S'il vous plaît, donc Mariam, si tu veux prendre la parole.
Merci. Au niveau d'angle protocole, je pense qu'il y a encore, on parle bien sûr des cas d'usage, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Donc, le message que j'ai pour toutes les personnes qui s'y intéressent, c'est vraiment n'hésitez pas à aller consulter les protocoles qui sont mentionnés, européens ou pas, parce que ça permet de comprendre la mécanique de la DeFi. Tous les protocoles ont en réalité des documentations accessibles qui détaillent un peu tout le fonctionnement de ces protocoles-là et qui permettent de vous apprendre avec transparence comment vérifier tout ce dont on parlait actuellement. Donc voilà, c'est juste ça mon message. Je vous invite à aller consulter les documentations des protocoles. Merci. Isabelle? Oui, donc moi, je suis d'accord sur le sujet pédagogique. C'est très important pour tout le monde de bien comprendre, en fait, la techno, mais aussi les enjeux. C'est-à-dire se dire, c'est pas la techno qui est important, c'est ce qu'on en fait. Prendre du recul pour comprendre, en fait, ce qui va arriver. L'expérimentation, pour moi, c'est important aussi. C'est-à-dire que faut pas se dire, ça va arriver dans 10 ans. Il faut commencer à toucher du doigt, à mettre les mains dedans pour comprendre ce que ça veut dire, en fait. Cette approche expérimentale, les banques, les corpos, tout le monde doit l'avoir. Et les banques, elles feront partie du jeu. Et même si on pense que dans les paiements, dans les marchés financiers, encore une fois, c'est du long terme, nos clients, ils sont là maintenant. Ils ont des demandes aujourd'hui. Et donc, on doit être présent aussi pour y répondre. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire à la Société Générale. Merci Isabelle. Pierre-Yves, un petit mot. Oui, pour terminer, je vais être rapide. Je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une innovation majeure, notamment pour l'industrie financière, mais qui ne pourra pas se faire, bien sûr, sans régulation, sans réglementation. Et un des acteurs, une des choses centrales, c'est vraiment l'éducation autour de cette innovation, puisque plus de gens vont pouvoir finalement s'acculturer autour de ces nouveaux sujets, peut-être plus ça ira vite, notamment en termes de régulation également. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Merci. Et bien, en conclusion, moi, je dirais d'abord, je vous remercie beaucoup pour tout cet éclairage absolument passionnant. Je pense qu'il est nécessaire, ça fait partie du travail d'éducation qu'on a tous à faire puisqu'on est dans cet écosystème et que c'est notre responsabilité. Ce qu'on va voir maintenant, je vous invite à rester avec nous, c'est justement la place du stablecoin euro par rapport à l'euro numérique. Donc, on va passer à la deuxième table ronde. On